Bonjour à toutes et à tous, cette présentation portera sur l'analyse et mes recommandations d'une PME nommée la Maison Fabienne Delvigne, ainsi que sur mon stage dans cette entreprise. Nous ne pouvons plus l'ignorer, la crise sanitaire a bouleversé l'économie du pays. Les dispositions de la lutte contre la pandémie ont entraîné une économie décroissante dans de nombreux secteurs, mais ont surtout impacté le secteur événementiel ainsi que les entreprises liées à celui-ci. Certaines entreprises ont donc été contraintes à fermer boutique ou à se reconvertir. Cette crise a notamment impacté une PME, la Maison Fabienne Delvigne, spécialisée dans la confection de chapeaux et accessoires de luxe. Une grande partie de ces accessoires étant achetés pour de grands événements tels des mariages, la question qui se pose est comment redynamiser cette PME belge liée étroitement au secteur événementiel. Créée en 1987 par Fabienne Delvigne-Collet, celle-ci est depuis 2001 fournisseur de la Cour royale de Belgique. Elle a collaboré avec de nombreuses maisons, mais le souci étant qu'avant la crise, les accessoires haute couture pour événements représentaient 80% de son chiffre d'affaires. Les événements étant annulés ou reportés, la PME s'est retrouvée mal en point. Pour sortir la PME dans l'impasse, je lui proposerai certaines recommandations SMART afin de générer un chiffre d'affaires suffisant pour poursuivre son activité au mieux et se développer dans le futur. Afin d'avoir une vue d'ensemble sur l'entreprise, voici un tableau récapitulatif. Pour les forces de l'entreprise, il y a les belles matières, le savoir-faire, sa collaboration, son marché royal, ses présences sur plusieurs plateformes. Pour ses faiblesses, le SEO quasi inexistant, le retard dans le digital, sa gestion seule, pas de stratégie de prix, une mauvaise communication sur sa collection de tous les jours, pas de boutique physique, elle est limitée dans l'achat de matières premières et dans sa production car presque tout est fait à la demande, le manque d'offres pour les accessoires à 500 € par exemple, les opportunités, croissance économique belge grâce aux ventes en ligne, les réseaux sociaux, surtout maintenant, l'importance du local, les opportunités d'aide de l'État, le chapeau qui redevient tendance. Pour les menaces de la PME, il y a par exemple la concurrence qui est très rude pour par exemple le contenu promotionnel et tout ce qui est fidélisation, la concurrence internationale aussi, très importante, et les chapeaux sont beaucoup plus ancrés dans la culture d'autres pays qu'en Belgique. Certains pensent ne pas avoir une tête à chapeau également. Il y a aussi beaucoup de restrictions liées au confinement, étouffant les événements. Les produits de la maison se divisent en deux collections. La collection couture, faite pour les femmes avec des pièces uniques à la demande et en matière d'exception. Cette collection est généralement achetée pour les événements et représentait 80% du chiffre d'affaires. Il y a aussi la collection studio, pour les femmes, les hommes et les enfants. Elle n'est pas faite sur mesure et est produite en série, au niveau artisanal, et représentait 20% du chiffre d'affaires. Elle a également écrit un livre qui a connu un grand succès. Pour le packaging, il s'agit d'une boîte à chapeau en carton faite à la main par un artisan. Pour la collection couture, les prix sont généralement entre 390 pour les serre-têtes et 1500 € pour certains chapeaux. Pour la collection studio, c'est de 150 € à 400 € pour un serre-tête et de 290 € à 990 € pour un chapeau. La maison reçoit sur rendez-vous dans un salon aux allures de boudoir. Elle possède également un e-shop et possède des partenaires. Elle se promeut à travers son site internet, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn et des plateformes de promotion. En plus d'être présente dans la presse, elle réalise également des conférences. L'artiste gère tout, seulement aidé occasionnellement par sa famille et aussi des stagiaires. Afin de proposer les meilleures recommandations, j'ai interviewé 9 personnes entre 25 et 60 ans, soucieuses de la mode, afin de découvrir leurs habitudes de consommation, la notoriété de la marque Fabienne Delvigne et du monde du chapeau, et les techniques de fidélisation interpellantes pour celle-ci. Grâce à cette étude, j'ai pu constater un intérêt presque inexistant pour le monde de la chapellerie. Les chapeaux les plus tendances étant les capelines, les canotiers, les bobs, les bérets, les fedoras, les triblis, et portés pour des occasions ou pour les vacances d'été, ou comme protection, ou encore pour tous les jours. Ils sont généralement achetés dans des enseignes de fast fashion ou des plateformes de vente en ligne. Les attentes concernant la marque sont de belles matières, de la qualité et un service après-vente. Selon les répondants, la maison devrait mettre certains produits avec des prix plus accessibles. Certains ont souligné l'importance d'avoir une boutique avec vitrine. Pour la promotion de la marque, tous conseillent les réseaux sociaux, certains proposant des influenceurs, des collaborations avec d'autres marques, des emails plus personnalisés ou encore recevoir du courrier. Pour leur fourchette de prix, nous nous dirigeons pour la maison et pour un chapeau de la collection studio entre 100 et 300 €.
J'ai ensuite réalisé une étude quantitative auprès de 80 personnes de la même cible afin d'avoir un aperçu plus concret et fiable. Cette étude a relevé que le secteur du chapeau est encore moins connu auprès des moins de 35 ans et que selon ces personnes, un chapeau doit être de qualité, facile à porter, protecteur et original. Pour la notoriété de la marque, la moitié ne la connaît pas et plus de 50 personnes affirment n'avoir jamais vu de publicité de la maison. Pour un chapeau de tous les jours, haute couture handmade, les prix vont de 50 à 200 euros. Passons maintenant à mes recommandations. Ma première recommandation est tirée sur mon étude qualitative. Une intervenante, Madame Tipan, nous révèle qu'elle serait prête à payer plus si on lui expliquait ce que le prix comportait et pourquoi il coûtait ce prix, ainsi que de parler de la garantie et de ce qu'elle comprend. De plus, les chiffres ont révélé qu'il cherchait un chapeau qu'il soit de bonne qualité, facile à porter, protecteur et original. Pourtant, sur le site, les produits ne comprennent aucune de ces informations. Il faudrait donc développer le détail de chaque produit pour justifier les prix. Pour le côté original, l'artiste pourrait expliquer son inspiration pour le produit, le temps de fabrication, etc. Ma deuxième recommandation, relevée lors de ma SWOT, porte sur le référencement organique. En effet, la plupart des produits de l'e-shop ne sont pas référencés. Cette situation pourrait donc expliquer en partie le manque de notoriété de la marque. Le SEO est pourtant gratuit et efficace pour qui sait l'utiliser. Mais grâce à la plateforme WordPress, des conseils gratuits sont fournis pour l'optimiser au mieux. Le SEO est ensuite évalué par la plateforme et pointe les manquements. Après avoir optimisé le SEO des produits, ma troisième recommandation porte sur le SEA, les campagnes Google Ads notamment. Cette recommandation a pour but de pousser la notoriété de la marque en optimisant les ventes et le produit sur le site. Pour les campagnes francophones et néerlandophones, j'ai choisi 3 produits, le chapeau Fedora, la capeline et le serre-tête, déterminés grâce à mes 2 études. Pour les mots-clés à définir, je me suis aidée de Google Keywords Planner. J'ai aussi déterminé les mots de recherche à bannir, tels que fabriquer, vendre, pas cher. Le budget pour la campagne francophone est de 20 € par jour et la néerlandaise de 10 € avec une enchère maximum de 80 centimes par clic. Pour la 4e recommandation, je me base sur mes 2 études où la tranche de prix des chapeaux de tous les jours des intervenants ne rencontre pas les prix de la maison. Je conseille tout d'abord une révision des prix car beaucoup d'incohérences de prix entre les 2 collections. Comme vu au cours, la maison devrait utiliser des techniques de pricing pour attirer les clients en proposant quelques articles tendance plus abordables afin de se faire connaître, tels de grandes marques comme Armani avec Armani Jeans. Elle devra ensuite proposer des produits dans une collection soldée et ajouter une touche d'urgence dans ses promotions afin de rendre l'achat irrésistible et de donner la sensation de faire une bonne affaire même si le prix reste conséquent. Ma 5e recommandation porte sur les micro-influenceurs. Les 4 interviewés l'ont proposé. De plus, mes chiffres montrent que plus de la moitié des répondants font plusieurs fois par jour sur Instagram, Facebook et YouTube. Passer par ces micro-influenceurs coûtera moins cher et sera plus optimal au vu de leur taux de conversion plus élevé ainsi que l'engagement de leur communauté. Cette recommandation souligne un manquement important de la maison. Il n'y a aucune technique de fidélisation à part quelques mails envoyés à la chaîne après l'inscription à la newsletter. Pourtant, garder un client coûte moins cher que d'en chercher un. Durant l'étude qualitative, 2 intervenants insistent sur le fait que recevoir un email personnalisé a plus d'impact. Je propose donc d'envoyer des codes promotionnels occasionnels lors d'anniversaire par exemple, d'offrir une livraison, proposer des exclusivités, etc. Selon la répondante Mademoiselle Ding, recevoir un email personnalisé sur un achat non finalisé pourrait me rediriger vers le produit et me pousser à l'achat. La maison n'agit pourtant aucunement sur le retargeting. La maison pourrait proposer des emails avec des codes promo pour les clients ayant abandonné des articles par exemple, envoyer des reminders, des SMS ou investir dans le display pour rediriger le client sur l'article. Ma dernière recommandation se base sur mon étude où les intervenants annoncent que pour un chapeau de tous les jours, ils se dirigeraient plus vers un site de vente en ligne comme Zalando ou Azos. Cette intervention est très pertinente compte tenu du fait du grand succès de la plateforme durant la crise. De nombreux petits artisans se sont placés sur Zalando, leur permettant une visibilité plus importante et un accès à de nombreux prospects. Pour la réalisation de mon travail, je pense avoir sous-estimé le temps pour mes études et leur analyse. De plus, le caractère confidentiel de certaines données dans l'entreprise a fort limité la profondeur souhaitée.
Le côté synthétique demandé m'a poussé à faire de nombreuses concessions. Mais le point positif, c'est que grâce à mon organisation, j'ai réussi à optimiser mon temps et à rendre mon travail au bon moment. En conclusion, la maison Romaine Delvin n'utilise pas correctement cette promotion et n'investit pas dans celle-ci, ce qui entraîne son manque de notoriété même auprès des Belges. De plus, elle ne se base pas sur la valeur perçue de sa marque par les prospects et n'a aucune stratégie de prix. Ensuite, son retargeting est inexistant alors qu'il est moins coûteux que le marketing classique. Et enfin, elle ne récompense pas ses clients fidèles. J'ai effectué mon stage dans la PME Maison Robin Delvigne, exerçant dans le secteur du prêt-à-porter d'accessoires de luxe. J'ai passé 3 entretiens, dont un en anglais. J'ai tout d'abord été formée quelques jours par le fils de la CEO sur WordPress et Mailchimp notamment. On a ensuite installé des programmes sur mon ordinateur, tels les dossiers partagés, puis ensuite fourni des accès à de nombreux comptes tels Bipost, Instagram, Google Ads, etc. J'ai ensuite été chargée de former d'autres stagiaires, mais également la CEO sur Trello, Excel Teams, le site web et le SEO. J'ai réalisé des analyses sur la concurrence, les tendances et fait des rapports. J'ai également géré les réseaux sociaux, organisé des concours, proposé des feeds, fait des stories, répondu à la communauté. J'ai aussi rédigé et envoyé des newsletters avec Mailchimp pour Pâques, la fête des mères, etc. J'ai été chargée de l'accueil de quelques clients, réalisé les emballages. J'ai été chargée du côté administratif et gestion de l'entreprise en réalisant des envois. J'ai aussi été chargée de créer un inventaire de tous les produits, inventaire qui n'existait pas dans la PME. Il affichait les noms des produits avec les prix, le stock, le poids, les tailles, etc. J'ai fait beaucoup d'organisation dans les dossiers non classés. J'ai réalisé des shootings, plus de 700 packshots de produits, des photos pour les réseaux sociaux, etc. J'ai été chargée du site web WordPress en postant des nouveaux produits, mettant des produits soldés, fait le SEO, rédigé des articles tels que pour chaque physionomie, la fibre de banane, une noble matière ou encore Ode à la femme africaine. Les avantages de ce stage sont que j'ai pu avoir une réelle expérience marketing dans le monde du prêt-à-porter artisanal de luxe. J'ai été près de l'artiste, j'ai pu faire du télétravail 1 semaine sur 2. L'équipe était géniale. Au vu de la petite taille, j'ai pu toucher à tout, dans tous les secteurs. J'ai aussi appliqué mes connaissances. De plus, mes recommandations ont été prises en compte et j'ai eu un bon encadrement. Voici quelques-unes de mes réalisations, comme l'inventaire que j'ai réalisé, des photos, le concours et les articles et aussi la newsletter. Grâce à ce stage, j'ai pu me projeter dans mon avenir professionnel et j'ai pu décider sur quel master choisir, qui sera en gestion d'entreprise. Je me suis rassurée dans mon secteur de prêt-à-porter, qui reste pour moi un secteur de rêve dans lequel je vais travailler premièrement pour acquérir de l'expérience sur les stratégies optimales et après, grâce à cela, lancer ma marque de prêt-à-porter dans plusieurs années. Voilà, nous arrivons à la fin de ma présentation. N'hésitez pas à me poser des questions et merci pour votre écoute.